Madame, Messieurs, vous avez pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci à vous. Voici les grandes articulations des informations qui meubleront cette édition. Ce lundi 16 avril, les députés étaient en plénière à l'Assemblée nationale. Vous suivrez dans cette édition le point des travaux. Au registre environnement, vous pouvez avoir désormais une idée des prévisions pluviométriques pour 2018. Nous en parlerons avec Corneille Aïssé dans ce journal. Le nombre de migrants détenus par les autorités libyennes a enregistré une nette baisse sur un an, passant de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement, a annoncé lundi à l'agence France Presse un haut responsable libyen. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous dans ce journal. Ce lundi, les députés se sont réunis en plénière à l'Assemblée nationale pour se pencher sur la question liée à la désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, mais aussi par rapport au projet de loi relatif à l'aménagement et la protection du littoral. Suivez le compte rendu. Deux points étaient à l'ordre du jour de cette plénière de ce lundi 16 avril. Le premier relatif à la désignation des membres de l'Assemblée nationale devant siéger au COS-LEPI. La commission des lois a présenté son rapport sur la clé de répartition et le résultat donne 5 représentants pour la majorité parlementaire et 4 pour la minorité, soit au total 9 représentants pour la représentation nationale. Je donne aux deux groupes jusqu'à jeudi matin 10h pour déposer les listes. Jeudi matin, nous allons procéder au vote des représentants du Parlement au sein du COS-LEPI. Le deuxième sujet abordé est le projet de loi relatif à la protection, aménagement et mise en valeur de zones littorales. La commission du plan et de l'équipement a produit son rapport qui montre l'intérêt du projet pour notre pays. C'est un dossier normalement que les collègues connaissent bien. Il y a eu un séminaire d'appropriation de 2 jours et il y a eu 4 ou 5 réunions en commission pour pouvoir travailler sur ce dossier qui est aujourd'hui appelé en plénière. Le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, a apporté quelques précisions sur l'importance de ce projet de loi. C'est vrai, la pression démographique y est très forte. Les actions anthropiques mettent chaque jour en danger ce littoral-là et ses écosystèmes. Beaucoup d'interventions, de projets de développement sont situés dans cette zone-là, qui est une zone de forte production qui conditionne également la croissance économique de notre pays. Il était important, compte tenu des nouvelles sauvegardes environnementales en vigueur dans le monde, que nous nous dotions de cette loi pour organiser la protection et le développement de notre zone littorale. Tant au niveau du budget national qu'au niveau des partenaires techniques et financiers, plusieurs projets sont conditionnés par ce vote qui rassure les partenaires que les ressources qui vont être consacrées à l'aménagement de la zone littorale vont être faites en respectant l'environnement. Les députés ont pris la parole pour apprécier l'initiative. C'est avec un grand plaisir que la zone littorale qui était confrontée à ce désastre sera bientôt sauvée par l'adoption de cette loi. C'est pourquoi je voudrais remercier la commission qui a travaillé et je prie les collègues de bien vouloir voter cette loi pour l'avenir de ce pays. Le projet de loi sur la protection de la zone littorale comporte 20 livres avec au total 110 articles. Les députés se sont retrouvés ce mardi pour parachever ce texte de loi.
Pendant que les portes des classes de l'enseignement public sont fermées pour faire de grève, les établissements privés d'enseignement secondaire ont tous évolué dans l'exécution de leur programme. Ils finiront les cours d'ici mi-mai avant d'entamer les révisions. C'est le cas des établissements catholiques Saint-Jean de Cotonou et Saint-Augustin, sillonnés par notre équipe de reportage. Suivez plutôt. Ce sont les seuls établissements d'enseignement qui fonctionnent sans la moindre perturbation depuis plus de 3 mois de grève. Pour voir les activités pédagogiques se dérouler tous les jours ouvrables de chaque semaine, il faut en effet se rendre dans les écoles, collèges et universités privées. Au cours secondaire Saint-Augustin de Cotonou, ce jeudi matin, on peut voir les élèves et enseignants en plein cours. Tsunami, very good. What's it? You? F great. Excellent. Yes, another example. Ici, on parle même d'avoir déjà exécuté à 80% le programme d'enseignement en cours, notamment dans les classes d'examen. Même constat au collège privé de Saint-Jean. Tout ce qui concerne les méthodologies à enseigner aux enfants, nous nous attelons à ce que cela se fasse. Et dans les classes d'examen, compte tenu d'une progression bien déterminée, à la fin du mois d'avril, tous les programmes sont achevés et pour les retardataires, la fin de la première semaine du mois de mai. À telle enseigne que nous démarrons les révisions. Le travail dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a la rigueur, ça nous permet de bien travailler, de bien comprendre les cours et de bien avancer. On aide les professeurs à finir le programme. On a eu le premier du Bénin l'année passée à Saint-Augustin. On espère l'avoir aussi cette année. Donc dans l'ensemble, on est assez bon. Un parfait déroulement de l'année scolaire 2017-2018 dont ne se contentent guère les apprenants. Ils ont développé leur propre stratégie pour réussir leurs examens. Nous avons formé en classe des groupes d'études pour nous renforcer dans les matières dans lesquelles on n'est pas assez fort ou qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, on vient à t'aider les samedis. Et puis après, si on ne comprend pas, on se rapproche de nos professeurs personnellement après pour qu'ils nous expliquent et on arrive à garder ce qu'on ne comprend pas. Je dois réviser encore plus mes leçons et les assimiler et quelques formules de maths et ça ira. Subsiste malgré tout dans ces établissements une inquiétude. Elle concerne l'issue de l'année en cours. Sera-t-elle validée ou non avec la grève qui n'en finit pas dans l'enseignement public au Bénin? Psychologiquement, il y a certains élèves qui sont abattus du fait que jusque-là, la date n'est pas encore connue. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Pour les enfants béninois, j'ai très mal. Parce que ça fait des années que nous déplorons la baisse du niveau de ces enfants. Mais avec ces grèves-là, je dis, aucune revendication n'a pour intérêt de valoriser l'éducation aujourd'hui. C'est d'abord pour des intérêts personnels. Et on sacrifie des enfants de ce genre. Mais en même temps, j'ai la conviction que l'année ne sera pas blanche. Nous prions beaucoup pour que la situation se régularise, puisque les enfants sont les mêmes. Nous encourageons ceux qui sont ici à pouvoir continuer, même si on prolongeait l'année, qu'ils aient déjà des acquis. Et puis, à leur tour, ce serait seulement les révisions pour eux. Parce que nos élèves, par exemple, nous n'allons pas les laisser jusqu'à la fin de notre année scolaire ici. Nous retenons les candidats au moins une fois par jour. Ils sont avec nous dans la matinée ou dans l'après-midi jusqu'aux examens. Un recours à Dieu normal dans ces établissements confessionnels privés pour une fin de la grève cause de nombreuses perturbations scolaires dans les établissements publics, pour aussi un retour à la normale dans l'éducation. Parlons pluviométrie à présent. Vous le savez, les données pluviométriques deviennent de plus en plus complexes avec le réchauffement planétaire qui rend difficile la gestion des saisons, surtout celles pluvieuses. N'empêche, dans le cadre de la gestion des pluies 2018, les climatologues donnent quelques précisions. Konaï Aïssé et Fiak Voitan nous renseignent, suivez plutôt. La grande saison pluvieuse démarre à Cotonou et dans les autres villes du sud Bénin. Les premières pluies tombent déjà et annoncent les couleurs d'une période faite de précipitations et d'humidité, souvent difficile à vivre à cause des inondations. Ainsi, en début de chaque saison, des interrogations et inquiétudes persistent. Que réserve alors la grande saison des pluies 2018? Quelles sont les prévisions saisonnières?
Quel sera le comportement des pluies et l'écoulement des eaux? Ces interrogations ont réuni experts climatologues, météorologues, hydrologues au Forum 2018 des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques dans les pays du Golfe de Guinée. Forum tenu du 5 au 9 mars 2018 à Lomé au Togo. Les prévisions de cette année ne seront pas exceptionnelles du point de vue hauteur de pluie. En réalité, sur nos côtes, il pourrait y avoir une arrivée précoce des pluies. D'ailleurs, on l'a déjà constaté, arrivée précoce des pluies. Et le total des pluies durant cette saison peut être égal ou légèrement supérieur à la moyenne de saison. Légèrement supérieur à la moyenne. Et on peut enregistrer aussi une précocité de l'arrêt de la saison pluviale. Et au cœur de cette saison, on peut assister également à des poches de sécheresse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jours consécutivement sans pluie, c'est-à-dire qui va entraîner une sécheresse à l'intérieur de la saison. Et cela peut avoir des conséquences sur la production, sur la santé et sur l'environnement. Dans le sud Bénin, des quantités de pluie légèrement au-dessus de la moyenne sont attendues. Nous savons que dans le sud Bénin, les hauteurs de pluie annuelles varient entre 1000 et 1350 mm de pluie. Bon, ça peut aller légèrement au-delà de cette moyenne. Mais ce qui va se passer, ce n'est pas au niveau du total annuel que le problème se pose, c'est au niveau du total saisonnier. Au niveau du total saisonnier, lorsque par exemple vous assistez à une accumulation de pluie sur 3 à 4 jours qui dépasse légèrement les moyennes saisonnières, il peut y avoir inondation tout de suite. Ou bien lorsque vous avez une période de sécheresse plus longue à l'intérieur de la saison des pluies, vous allez assister à la dégradation importante de l'environnement. Donc tout cela peut s'observer avec beaucoup d'attention et donner à réfléchir aux autorités. À l'issue de ces prévisions, d'importantes recommandations ont été formulées pour prévenir les risques et mieux tirer profit de la saison. Le climatologue invite alors les acteurs de la chaîne de prévention et de gestion des risques et catastrophes à savoir anticiper. Ce qu'on devait faire, c'est commencer par prendre les dispositions pour anticiper sur ce qui pourrait venir. Pour la saison, nous savons que les inondations dans nos villes sont cycliques. Pourquoi ne pas anticiper? Commencer par mettre en place des systèmes de protection et amener les populations à mieux s'installer. Parce que l'installation anarchique des populations est aussi cause d'inondations. Ces prévisions climatiques, fortement influencées par le réchauffement planétaire, sont à prendre au sérieux pour mieux gérer la grande saison des pluies 2018. Un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomes, a pris lundi ses fonctions en Guinée-Bissau avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans. Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, M. Gomes a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-septembre, depuis plutôt la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Suivons ici, plutôt je vais dire, la prochaine élection présidentielle est prévue en 2019. Le nombre de migrants détenus par les autorités libyennes a enregistré une nette baisse sur un an, passant de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement, a annoncé lundi à l'agence France-Presse un haut responsable libyen. Le général Mohamed Bir, chef du département de lutte contre l'immigration clandestine, a ajouté que cette baisse avait permis la fermeture d'une vingtaine de centres de détention depuis mai 2017. Ainsi, le pays ne compte plus que
32 centres de détention contre 53 en mai 2017, a-t-il ajouté. Cette baisse s'explique par l'accélération du rythme de rapatriement des migrants menée notamment par l'Organisation internationale pour les migrations. Plusieurs pays africains ont aussi rapatrié des centaines de leurs ressortissants ces derniers mois suite à un scandale né après la diffusion d'un reportage de CNN sur un trafic d'esclaves présumé. Quelques 48 000 réfugiés sont enregistrés en Libye selon le HCR qui espère évacuer entre 5 000 et 10 000 réfugiés vers des pays tiers en 2018. Suivons ici un extrait des propos du chef du département de lutte contre l'immigration clandestine. Avant, il y avait 53 centres de détention affiliés au département pour la lutte contre l'immigration clandestine du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'accord national. Depuis mai 2017 jusqu'à présent, 20 centres ont fermé et il reste à présent 31 ou 32 centres. Avant, il y avait 27 400 migrants dans les centres de détention. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce nombre est passé à 5 200. Ils sont issus de nationalités qui ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d'origine pour des raisons politiques et de sécurité. Nous ne pouvons pas contrôler la capacité d'absorption à l'intérieur des centres de détention. Elle est contrôlée par le nombre de migrants qui arrivent. La vérité est que nos centres ne sont pas à la hauteur des normes des droits de l'homme. Mais nous essayons de fournir un minimum de services aux personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, pour leur permettre de mener une vie décente. Nous avons des comités d'enquête dans les centres de détention avec des cellules dans chaque centre pour capturer ceux qui ont enfreint la loi libyenne. Ils seront détenus par l'Agence contre l'immigration clandestine qui traite de la traite des êtres humains parmi les migrants. Quiconque enfreint la loi sera tenu responsable. Des abeilles solitaires volent au secours des vergers français. Une start-up installée dans le Lot-et-Garonne aide les agriculteurs à améliorer leur rendement en plaçant sur leur exploitation des abeilles solitaires qui ne produisent pas de miel, mais qui sont des championnes de la pollinisation des cultures, bien plus que les abeilles domestiques. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur deux fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée, pour être opérationnels pour la saison suivante. La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'osmie la doit à ses caractéristiques physiques. L'osmie est dotée d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu. Et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. La résurrection de l'Ascoï II, le bateau de Jacques Brel. Après avoir partagé la vie de Jacques Brel durant 2 ans, le voilier Ascoï II a fini ensablé sur une
plage sauvage de Nouvelle-Zélande. Les frères White Vrongel, passionnés du chanteur, ont fait le pari de redonner au navire sa splendeur d'antan. Avec une poignée de volontaires, ils poursuivent les travaux de restauration dans le port de Zeebrugge, d'où le navire pourrait être remis à l'eau en avril 2019. Piet Wittevrongel, c'est mon père et mon frère qui ont fait les voiles de Lascaux pour Jacques Brel. Jacques Brel est venu quelques fois chez nous, un homme très simple, très aimable, beaucoup d'humour. Il est parti en 1974 avec ce grand bateau avec nos voiles. Comme moitié route, il est devenu malade, ils ont enlevé un poumon et alors il a décidé de vendre son bateau. Et le bateau a été pendant 14 ans sous le sable. Je suis éduqué avec la chanson de Brel. Je suis un peu 68 ans, c'était un de mes pères spirituels. On a décidé de sauver le bateau. Tout le monde disait qu'on était fous, mais une fois qu'il était sorti de l'eau, alors tout le monde trouvait ça une belle histoire. À l'extérieur, le bateau sera tout à fait identique comme il était. C'est héritage maritime et on ne peut pas changer l'héritage maritime. On a un menuisier de 80 ans qui fait ici tout le travail et peu à peu on continue, fur et à mesure, quand on reçoit un peu de sous, de restaurer le bateau. Le 9 octobre, il y a 40 ans que Brel est mort, le bateau va sortir ici du hangar, il va sortir de sa tombe. Et le 8 avril 19, Brel est né en 29. 90 ans après sa naissance, on va essayer de le mettre à l'eau. Ouais. Cette édition se referme. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.